avant même que la France et l'Angleterre aient des colonies permanentes en Amérique du Nord, les sujets des deux pays vont s'affronter régulièrement, surtout sur les bancs de Terre-Neuve, à cause des endroits où faire sécher le poisson. La raison est bien simple, c'est que la France et l'Angleterre veulent exploiter les mêmes grandes ressources naturelles sur les mêmes territoires, c'est-à-dire la pêche et la traite des fourrures. Au début du 17e siècle, les Virginiens, les habitants de la Virginie, une colonie anglaise établie sur la côte atlantique, vont attaquer l'Acadie. C'est que les souverains de l'Angleterre vont concéder à leur sujet le territoire de l'Amérique du Nord. Les souverains français vont faire de même, de sorte que les Français sont convaincus que l'Amérique leur appartient et les Anglais aussi. C'est une des raisons qui explique pourquoi Québec va être fondé à l'intérieur du territoire, tout simplement pour échapper aux attaques anglaises. Même si Québec est loin de l'océan, les Anglais réussiront à s'en emparer en juillet 1629. C'est la flotte des frères Kirk qui ne savent pas que la paix est déjà signée en Europe. À cause de la famine qui sévit et du manque de munitions, Champlain n'a pas le choix. Il doit capituler. Les envahisseurs prennent possession de l'habitation au son du tambour et déportent les habitants. Et l'occupation va durer 3 ans. Il y a des familles quand même qui sont demeurées à Québec. Il y a les Martin, il y a les Langlois, il y a les Couillard, il y a les Desportes et la famille de Louis Hébert qui était décédée, lui, l'année précédente. Mais comme la prise a lieu en temps de paix, ce que les frères Kirk, les envahisseurs, ne savaient pas, ça va prendre quand même 3 ans avant que l'Angleterre ne retourne Québec à la France. Mais l'habitation est dans quelle situation? Même pour les Jésuites. Les Anglais délogeant, nous sommes rentrés dans notre petite maison. Nous y avons trouvé pour tout meuble 2 tables de bois telles quelles. Les portes, fenêtres et châssis tous brisés et enlevés, tout sombre en ruine. Lorsque les Anglais s'établiront sur la côte atlantique, avec la Virginie, avec aussi la Nouvelle-Angleterre, ils vont n'occuper que cette partie-là. Et ça va prendre passablement de temps avant qu'ils essaient de déborder à l'intérieur du territoire. Ils fondent des industries, des villes, des ports ouverts à longueur d'année, avantage commercial et militaire très important. Les Hollandais s'installent sur l'île de Manhattan et plus tard établissent un poste à l'intérieur des terres, Fort Orange, qui deviendra Albany. Après la conquête de la Nouvelle-France, qui seront les Anglais qui viendront vivre au Canada? Des immigrants très différents. Dès le début, la communauté anglophone avait la caractéristique d'être très mélangée. Beaucoup de marchands, beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui travaillaient dans l'administration, certain nombre de juifs, là, dès le début. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire des décisions, de se déplacer, des gens qui étaient mobiles, des capitalistes pour la plupart, ou des administrateurs de taille qui voulaient faire une carrière au Canada. Martin Frobisher est le premier Anglais à chercher le passage vers l'Asie par le nord-ouest. Il franchit un détroit auquel il laisse son nom. En 1578, il prend possession d'un vaste territoire arctique au nom de la reine d'Angleterre. Henri Hudson cherche lui aussi un passage vers la Chine et découvre la baie qui porte aujourd'hui son nom. En 1609, à la tête d'une expédition composée d'Anglais et de Hollandais, il remonte un fleuve jusqu'à Albany, la Hudson River. Nous avons vu que les Français et les Canadiens ont vraiment marché l'Amérique du Nord pour essayer de trouver un passage vers la Chine. Les Anglais font comme eux, par le nord. Ils cherchent le passage du nord-ouest par de nombreuses expéditions sur l'océan Arctique, malgré les glaces. À la suite des nombreux voyages des Anglais dans la région de la baie d'Hudson, où on va se rendre compte des richesses de cet endroit, et surtout à cause de l'intervention de Médard Chouard des Groseilliers et de Pierre-Esprit Radisson, qui, eux, vont passer du côté des Anglais, à Londres va se fonder une compagnie qui va s'appeler la Hudson Bay Company. Cette compagnie, fondée par des marchands, a pour objectif d'exploiter de façon continue et intense les fourrures de la région de la baie d'Hudson. 1687, une nouvelle guerre menace d'éclater entre la France et l'Angleterre. Dans la colonie française, on veut faire en sorte que les Iroquois restent à l'écart du conflit. Le gouverneur et l'intendant trouvent un stratagème, inviter les chefs Iroquois à des négociations. On organise un festin à l'intérieur d'un fort et soudain, sans prévenir, on ferme les grandes portes de la palissade et 36 Iroquois sont faits prisonniers.
on les expédie en France, où ils serviront sur les galères du roi, obligés de ramer comme des forçats. Allez, pas de bonne femme! Les galériens sont au roi! Frontenac, qui va revenir ici en 1689, se rend compte que son prédécesseur a commis une bêtise et lui va ramener ici les survivants. À la mi-mai de cette année 1689, la guerre éclate officiellement entre la France et l'Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, on l'apprend avant la Nouvelle-France, parce que les relations sont beaucoup plus rapides entre l'Angleterre et ses colonies qu'entre la France et ses colonies. À ce moment-là, il y a un gouverneur d'une des colonies anglaises qui va remettre un baril de poudre aux Iroquois en leur disant « Je donne à chacune des 5 nations un baril de poudre à être employé contre nos ennemis et les leurs. » Les Iroquois ne rêvaient que de vengeance. Ils décident donc d'attaquer le village de la Chine, un village relié à la traite des fourrures et aussi au commerce de l'alcool. On va brûler bon nombre de maisons, tuer 24 habitants et faire entre 70 et 90 prisonniers. C'est ce qu'on a appelé le massacre de la Chine. On a peut-être exagéré l'importance de ce fameux massacre-là. Et on a parfois oublié les circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Ils avaient cassé la tête aux uns, brûlé, rôti et mangé les autres, ouvert le ventre des femmes grosses pour en arracher les enfants et fait des cruautés inouïes et sans exemple. La vengeance appelle la vengeance. Et les Canadiens ont décidé de se venger à leur tour en utilisant la même méthode que les Amérindiens. Le cri d'attaque se fit à la manière des sauvages, et tout le monde le donna en même temps. Le massacre dura environ 2 heures. On ramène des prisonniers anglais et iroquois à Montréal, parmi eux des femmes et des enfants. Au début des années 1700, une nouvelle guerre éclate encore entre la France et l'Angleterre. Les premiers raids canadiens contre les établissements anglais en 1690 jettent la peur en Nouvelle-Angleterre. On veut s'attaquer à la source du mal, c'est-à-dire Québec. Il y a un pasteur qui dit « Canada must be reduced. » On organise donc une double expédition. Une première qui, par voie de terre, en descendant le Richelieu, doit attaquer Montréal et ensuite attaquer Québec. On organise aussi une flotte qui va partir de Boston, remonter le fleuve Saint-Laurent et attaquer Québec. Celle-ci est dirigée par William Phips. Cette flotte-là arrive devant Québec le 16 octobre. Phips, bon gentleman, décide d'envoyer quelqu'un sommer le gouverneur Frontenac de capituler avant qu'on commence à bombarder la ville. L'émissaire vient en chaloupe avec un drapeau blanc. On l'accueille dans la basse ville et de là, on le conduit après lui avoir bandé les yeux dans la haute ville. Tout le long du trajet, on veut impressionner l'émissaire anglais. Et là, il y a des soldats qui font des piquetis d'armes, on parle, on crie, on veut donner l'impression que la ville est remplie de soldats prêts à se battre. L'émissaire arrive au château Saint-Louis, somme Frontenac de capituler. Frontenac lui répond Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. Qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien. Et comme Frontenac a décidé de se battre, Phips commence à faire le siège de Québec. Et le 24 octobre, il commence à y avoir de la glace sur le fleuve. C'est froid.
Phipps décide donc de lever le siège parce qu'il ne veut pas être emprisonné dans les glaces et est obligé de passer l'hiver dans la vallée du Saint-Laurent. Quant à l'armée de terre, décimée par la petite vérole, elle se replie en Nouvelle-Angleterre. Même si la guerre est terminée pour Québec et la vallée du Saint-Laurent, elle va se poursuivre ailleurs sur d'autres champs de bataille. Et celui qui va mener vraiment le combat de la France en Amérique du Nord, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. Pierre Lemoine d'Iberville est issu d'une famille remarquable, la famille de Charles Lemoine de Longueuil. Les Lemoine sont des gens qui font la traite des fourrures, du commerce, mais ce sont surtout d'excellents marins et d'excellents guerriers. Presque tous les membres de la famille se sont illustrés dans de hauts faits d'armes. Pierre Lemoine, déjà en 1686, avait attaqué des établissements de la Hudson Bay Company à la baie d'Hudson. En 1696, d'Iberville s'illustre lors d'un combat célèbre dans la baie d'Hudson. Son navire, le Pélican, se bat contre 3 navires anglais et remporte la victoire. On va alors le surnommer le Cid canadien. À Terre-Neuve, avec 125 Canadiens, il tue 200 Anglais et fait 1838 prisonniers. Il détruit tous les postes de la baie d'Hudson et en chasse tous les Anglais. Il fonde une colonie en Louisiane, sème la panique dans les Antilles anglaises. Il se rend maître de l'île Navy, faisant prisonnier 800 hommes, 300 femmes, 600 enfants et 6000 esclaves. La paix va intervenir en 1697 avec la signature d'un traité de paix à Ryswick. Et, ironie, on va retourner à la situation d'avant la guerre, comme si d'Iberville n'avait rien fait. 1701, c'est une date importante dans l'histoire du Québec et du Canada. Il y a une paix, il y a une guerre. Depuis longtemps, on voulait régler tous les problèmes avec les Amérindiens. On convoque donc à Montréal les chefs des plus grandes tribus et on tente de négocier une paix globale. Les négociations seront longues mais fructueuses et tous apposent leur signature sur un document remarquable, la Grande Paix de 1701. Il n'y aura plus vraiment de problème très grave avec les Amérindiens. Mais la même année, une guerre nouvelle éclate encore après à peine 4 ans de paix entre la France et l'Angleterre. Voici comment ça commence. Le roi d'Espagne meurt et c'est le petit-fils de Louis XIV qui doit monter sur le trône, à la condition expresse qu'il renonce au trône de France. Ça, Louis XIV l'accepte pas. Et l'Angleterre non plus ne peut pas accepter que le roi d'Espagne soit en même temps le roi de France. Donc, on se déclare la guerre. Et par le fait même, les colonies nord-américaines, françaises et anglaises seront aussi en guerre. Partie de la Nouvelle-Angleterre, l'armée de terre doit descendre la rivière Richelieu, s'emparer de Montréal et marcher ensuite sur Québec. La flotte, qui doit assaillir Québec par le fleuve, est confiée à Ovenden Walker. Au mois d'août, le Saint-Laurent se couvre volontiers de brume, rendant la navigation très dangereuse. Ce qui devait arriver arrive, la flotte de Walker échoue sur l'île aux œufs, non loin de cette île. « 1713. À Utrecht, une petite ville de Hollande qui a un gros lion pour emblème, la France et l'Angleterre signent un traité de paix. Les Canadiens, pendant cette guerre, n'ont pas vraiment subi de défaite. Mais ils vont quand même faire un peu les frais de cette fameuse paix-là. Parce que la France va céder à l'Angleterre Terre-Neuve, l'Acadie, la baie d'Hudson, et elle va reconnaître à l'Angleterre un protectorat sur les territoires iroquois. C'est vraiment une perte énorme de territoire, mais c'est en quelque sorte aussi presque l'annonce de la fin. Après la signature du traité de paix, la colonie connaît une très longue période de tranquillité. Une période de 30 ans, sans combat, sans guerre, ce qu'elle n'avait pas connu depuis le début de son histoire. On va en profiter pour se fortifier de part et d'autre. Québec aura de nouvelles fortifications. On va entourer la ville de Montréal d'un mur de pierre avec des portes. On va aussi décider de construire une forteresse pour essayer d'empêcher une flotte anglaise ou de Nouvelle-Angleterre de remonter le fleuve Saint-Laurent et de venir attaquer la vallée du Saint-Laurent. Cette forteresse, c'est Louisbourg. C'est une entreprise qui va coûter énormément cher. Louisbourg, c'est plus qu'une forteresse, c'est une ville. Le palais du gouverneur est construit en pierre de taille importée de Paris. Il y a l'hôpital, une église, des casernes, des magasins.
les pêcheurs des deux continents viennent y faire escale. Louisbourg représente une grave menace pour la nouvelle colonie anglaise de Halifax. C'est un port ouvert toute l'année qui sert de relais entre la vallée du Saint-Laurent et la France. On va faire du commerce avec la Nouvelle-France, avec les Antilles, avec la France. C'est vraiment un point central pour le commerce de cette époque-là. Mais sur le plan militaire, c'est une autre chose. La forteresse, c'est vraiment un éléphant blanc. Il y a eu des détournements de fonds. Il y a aussi tout le problème des matériaux qui sont de mauvaise qualité, de sorte qu'on doit continuellement refaire certaines parties des fortifications. Si une flotte anglaise passait au large, on ne la voyait même pas de Louisbourg. Toute l'armée d'Angleterre pourrait venir à Québec, on n'en saurait rien à l'île Royale. Et quand même on le saurait en ce pays-là. Que pourrait-il faire? Les Anglais s'emparent de Louisbourg une première fois en 1745, au début de la guerre de succession d'Autriche. En 1748, lors de la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle, on retourne à la situation d'avant la guerre. Louisbourg retourne donc à la France. On a vu que la population de la Nouvelle-Angleterre était beaucoup plus importante que celle de la Nouvelle-France. Il y a aussi un autre chapitre où il y a une disproportion, c'est celui de l'économie. L'économie des colonies anglaises est stable et elle est vraiment très développée. La Nouvelle-Angleterre est divisée en 13 colonies et chacune a son gouvernement. Il y a des parlements, des universités, des collèges, des journaux, des théâtres. Les industries sont nombreuses. Il existe plusieurs chantiers de construction navale et les communications entre les diverses villes sont rendues faciles par de bonnes routes. L'économie de la Nouvelle-France repose toujours presque uniquement sur la traite des fourrures, ce qui la rend plus fragile. Le moindre changement de mode peut créer un déséquilibre des marchés. En 1701, en Europe, les rebords des chapeaux de castor sont beaucoup plus étroits, ce qui fait qu'on a moins besoin de peaux, et ça justement à une époque où on envoie en France des milliers et des milliers de peaux. Mais des peaux qui ne sont pas toujours de bonne qualité. On aura à ce moment-là ici comme conséquence presque la faillite dans ce domaine-là. Le commerce va très mal. Il y a peu d'industries florissantes. Les entrepôts restent presque vides car les stocks de matières premières partent régulièrement pour la France où elles seront transformées en produits de consommation. Une colonie, c'est fait pour fournir des matières premières à la métropole et pour consommer des produits fabriqués en métropole. Un exemple de ça, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le commerce triangulaire. Ici, on a produit du porc, du blé, de la bière qu'on expédiait aux Antilles, des produits bruts. Aux Antilles, on expédiait en France du rhum, du sucre. Les navires partaient de France et ramenaient dans la colonie ici des produits manufacturés. Au début du 18e siècle, Agathe de Saint-Père, une Montréalaise, va essayer d'établir une manufacture de draps. Elle va engager des prisonniers qu'on avait fait en Nouvelle-Angleterre, qui savaient très bien travailler les matières premières, et elle va fabriquer des draps. Il y a des marchands en France qui vont se plaindre, parce que les draps fabriqués ici empêchaient les marchands français d'en vendre. Et d'autant plus que ces draps-là, ici, étaient populaires parce qu'on les payait moins cher qu'en France. Et on va donc ordonner la fermeture de cette industrie-là. Les galanteries comme les rubans, dentelles, dorures, tabatières, montres et autres bijoux et quincailleries coûtent ici 2 fois plus cher qu'en France, et même davantage. Durant la saison hivernale, en milieu rural, bien des habitants occupent leur loisir à fabriquer des choses nécessaires à la maisonnée, comme des meubles, des outils ou des jouets. Plusieurs développent de petites industries domestiques. Ils fabriquent des chevrotines et peuvent même couler des balles de plomb qu'ils utilisent pour aller à la chasse, mais aussi parfois pour aller à la guerre. Les habitants des campagnes manient tous adroitement la hache. Ils font eux-mêmes la plupart des outils et des ustensiles de labourage, bâtissent leurs maisons, leurs granges. Plusieurs sont tisserands, font de grosses toiles et des étoffes qu'ils appellent droguets, dont ils se servent pour se vêtir, eux et leurs familles. On ne peut leur contester un génie rare pour les mécaniques. Ils n'ont presque pas besoin de maîtres pour y exceller. On en voit tous les jours qui réussissent dans tous les métiers sans avoir fait d'apprentissage.
À la suite du traité d'Utrecht, l'Acadie passe aux mains de l'Angleterre et les Acadiens deviennent des sujets anglais. On veut leur faire prêter le serment d'allégeance à la couronne britannique, comme ça se faisait lorsqu'un territoire passait aux mains d'un autre pays. Mais les Acadiens refusent. L'envahisseur a beau exercer sur eux toutes sortes de pressions pour qu'ils prêtent ce fameux serment d'allégeance à la couronne britannique, la plupart ne le prêteront pas. Et là, on va décider de déporter les Acadiens. L'idée de déportation, c'était quand même quelque chose, pas de très courant, mais ça existait déjà depuis un certain temps. Déjà, en 1689, Frontenac avait eu le projet de s'emparer de New York, et dans ce projet-là, il était question de déporter la population. 1755, la déportation commence. Elle va durer 3 ans. Ce n'est pas facile de placer entre 12 000 et 16 000 personnes sur des navires. Où prendre les embarcations? Où prendre autant de navires? On va les louer en Nouvelle-Angleterre. Et plusieurs d'entre eux ne sont pas en bon ordre, de sorte qu'il y aura des problèmes avec le gouvernail et certains même feront naufrage. Au début, il n'avait pas été question de séparer les familles. On avait fait monter à bord des bateaux les jeunes gens parce qu'on craignait un peu leur agitation. À un moment donné, ils commencent à s'agiter et là, on donne ordre à ces navires-là de partir. De sorte que plusieurs familles, à cause de cela, seront séparées. Évidemment, c'est sûrement pas politiquement correct aujourd'hui. Du point de vue stratégique et démographique, ça faisait du sens. Évidemment, du côté humain, c'était désastreux. La plupart des Acadiens seront déportés en Nouvelle-Angleterre, où les coloniaux anglais devront subvenir à leurs besoins. Et comme ça coûte cher aux municipalités, on va favoriser le départ des Acadiens vers la Louisiane, où plusieurs iront s'établir. Un certain nombre d'Acadiens avaient été déportés en Angleterre, et de là, ils passeront en France. On évalue à peu près à 3000 le nombre d'Acadiens qui, en 1763 et même un peu avant, viennent s'établir dans la vallée du Saint-Laurent où ils feront souche. La France, à ce moment-là, est un pays qui a perdu son importance, alors que l'Angleterre est en plein épanouissement. À la conquête, la France est toujours dirigée par un roi, Louis XV. Il jouit d'une autorité absolue. Sa maîtresse, la Pompadour, qui aime les châteaux, voudrait qu'il se débarrasse de la Nouvelle-France. En Angleterre, George II règne mais ne gouverne pas. Le pouvoir est entre les mains du Parlement et en particulier du Premier ministre William Pitt. William Pitt, qui n'a peut-être pas de maîtresse pour le conseiller, est décidé à continuer la guerre jusqu'à ce que les Français soient dépossédés de tout le Canada. La France trouve que sa colonie lui coûte cher et qu'elle lui rapporte peu. Bien plus, elle est convaincue que la guerre qui commence va se gagner sur les champs de bataille européens. Alors que pour William Pitt, la guerre va se gagner en Amérique. De sorte que la France enverra ici peu de renforts et que l'Angleterre fournira le maximum. Qui fait la guerre? Qui défend le territoire? Il y a des soldats réguliers, mais aussi des miliciens, des soldats d'occasion. Les soldats réguliers, pour la plupart, viennent de France. Ils sont habillés, logés, nourris, et les autorités leur versent même une certaine solde. Ils vivent dans des casernes, mais s'il n'y a pas de caserne disponible, ils logent chez l'habitant, gratuitement. Et l'habitant n'est dédommagé que pour la nourriture qu'il fournit. À partir de 1669, tous les hommes valides de la colonie qui ont entre 16 et 60 ans doivent faire partie de la milice. Même en temps de paix, ils doivent pratiquer le maniement des armes sous les ordres de leur capitaine. Le capitaine de milice est un personnage important. Il a le droit de porter l'épée, ce qui est un privilège rare, et dans l'église, il a son propre banc, juste derrière celui du seigneur. Lorsque la colonie est en guerre, le milicien doit fournir ses armes, sa nourriture, son habillement. S'il déserte, il est passible de mort.
les soldats et les miliciens forment deux mondes à part. Deux mondes qui ont leur propre façon de se battre, qui ont leur propre façon d'essayer de remporter la victoire. Les soldats, eux, avancent en rang au son du tambour, tirent seulement lorsque l'on en donne l'ordre. Alors que le milicien, lui, tire lorsqu'il est prêt. Il se cache derrière un arbre, il a adopté la façon amérindienne. Ce qui fait que le milicien sera, pour le soldat régulier, un mauvais soldat. Quelqu'un qui n'a pas le sens de l'ordre, quelqu'un qui ne sait pas comment obéir. La Nouvelle-Angleterre possède à peu près le même système offensif et défensif que la Nouvelle-France. Elle peut compter sur une armée régulière et sur des miliciens. L'armée avait plusieurs constituants, mais une partie très importante, c'était des Écossais. Et les rapports entre le soldat écossais et le fait britannique ou le fait anglais étaient toujours un peu touchy, comme on dit. Par contre, c'était une armée qui était assez bien provisionnée, une armée qui avait toute une année après Louisbourg pour préparer leur arrivée devant Québec. Après, quand ils ont passé l'hiver à Québec, ça c'est autre chose. Parce que là, ils dépendaient énormément, surtout des sœurs, les Ursulines, vraiment pour sauver leur vie, parce qu'ils étaient vraiment démunis pendant l'hiver qui a suivi la conquête. Alors qu'en Nouvelle-France, les miliciens étaient obligés de servir sur tout le territoire, en Nouvelle-Angleterre, les miliciens ne servaient que sur leur propre territoire, de leur propre colonie. Pour les faire combattre à l'extérieur, ça prenait toutes sortes de négociations, de sorte que parfois, les voisins se faisaient tuer sans qu'on aille les défendre. La tradition de la milice anglophone date des années 1790 et est tout de suite devenue une force très importante dans la tradition britannique, moins pour attaquer les étrangers que pour contrôler la population locale. La même rivalité existe en Nouvelle-Angleterre entre les soldats réguliers et les miliciens. Les miliciens américains, tout comme les Canadiens, adoptent eux aussi, lors de la guerre de la conquête, les manières amérindiennes de combat telles la ruse, le raid, l'attaque surprise. Au mois d'août 1759, les Rangers attaquent le village de Saint-Joachim. Ils vont s'en prendre au curé, Robineau de Portneuf, et à quelques-uns des paroissiens, parce que ces gens-là sont soupçonnés d'avoir tué des soldats anglais déguisés en sauvages, en amérindiens. On va donc les tuer et aussi les scalper. Tout homme qui remettra des scalpes d'indigènes à un magistrat recevra la somme de 50 livres par scalp. Cette façon de faire la guerre, qualifiée de barbare par les soldats réguliers, fera dire à un officier anglais « It is not a war, it is a murder. » Nous devons montrer à ces scélérats à faire la guerre comme des gentilshommes. Malgré la disproportion des forces en présence, la Nouvelle-France va être capable de résister pendant au moins 6 ans. Elle va même remporter des victoires éclatantes, entre autres celle de Carillon. Le 8 juillet 1758, 15 000 hommes, commandés par James Abercrombie, s'avancent vers le fort Carillon, situé à mi-chemin entre les lacs Georges et Champlain. Montcalm dispose de 3 500 hommes, dont 15 Amérindiens. L'engagement, qui dure 9 heures, se termine par une victoire française. Mais on se rend compte de plus en plus qu'on manque de renforts et en 1757, on envoie en France Bougainville demander de l'aide au ministre des colonies qui lui répond. Quand le feu est au château, on ne s'occupe pas des écuries. Louis-Antoine Bougainville est l'aide de camp de Montcalm. Il revient de France très déçu. Ce ministre, raconte Bougainville, aime les paraboles. Il n'a pas jugé nécessaire de recommander au roi l'envoi de renforts. Je n'ai pu donc obtenir pour ces pauvres écuries que 400 hommes de recrues. Après tant d'années de guerre, les Canadiens manquent de tout. Les miliciens qui ne peuvent plus s'occuper de leurs terres sont épuisés par les marches et les combats incessants. Tout aussi important et tout aussi grave est le désaccord qui existe entre le gouverneur de la colonie, M. de Vaudreuil, et celui qui commande l'armée française, Montcalm. Louis-Joseph Montcalm, marquis français, est un militaire de carrière. 11 campagnes et 5 blessures. En 1756, il est nommé lieutenant général des armées en Nouvelle-France. Le gouverneur Vaudreuil, un Canadien, est convaincu que le général français ne veut pas vraiment gagner la guerre, qu'il souhaite plutôt la défaite que la victoire. Le 12 juillet, devant Québec, arrive une flotte de plus de 120 navires. Et à bord, 30 000 hommes, beaucoup plus que tout ce que la ville de Québec peut contenir. C'est Wolfe qui est là.
Le général James Wolfe est âgé de 32 ans lorsqu'il est nommé major général et commandant des forces de terre de l'expédition contre Québec. C'est un homme neurasthénique qui se veut poète avant d'être militaire et qui écoute peu ses lieutenants. L'automne arrive. Wolfe se rend compte, un peu comme pour Fitz auparavant, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Montcalm est à la tête d'une grande quantité de mauvais soldats. Je suis à la tête d'une petite quantité de bons. Et dans la nuit du 12 au 13 septembre, 4800 soldats anglais débarquent à Lens-au-Foulon. Wolfe a profité d'une nuit sans lune et de la marée montante pour laisser ses navires remonter le fleuve jusqu'à Lens-au-Foulon, une falaise donnant sur les plaines d'Abraham. L'armée anglaise entreprend alors l'impossible, gravir l'escarpement. Quel spectacle! Une armée dans la nuit gravit un précipice accroché à des souches. Au petit matin, jeudi 13 septembre, les 4800 soldats de Wolfe sont alignés sur les plaines d'Abraham. Ils attendent l'arrivée des Français. Les Français ne sont pas là. Les Français sont à Beauport. Ils sont à Beauport parce qu'ils sont convaincus que c'est là qu'aura lieu le débarquement anglais. Mais une missive surprend le marquis de Montcalm. Les Anglais l'attendent, alignés sur les plaines d'Abraham. Le marquis fait confirmer la nouvelle par des espions. L'armée de terre anglaise se rapproche. L'armée française, des soldats du régiment de Guyenne, arrive. Vers 9h30, les deux armées se font face. Les Anglais d'un côté, les soldats français et les miliciens canadiens de l'autre. Les Anglais attendent l'ordre de tirer, alors que les miliciens canadiens et indiens tirent. Le combat commence. Presque tout de suite, Wolfe est blessé à une main. Cette fois, Wolfe est atteint d'une balle au poumon droit et c'est la fin. La mort de Wolfe arrache une larme à chaque Anglais, un soupir à chaque cœur protestant. On voit Wolfe comme très fragile. On voit Wolfe comme quelqu'un qui était très angoissé. On voit Wolfe comme quelqu'un qui écrivait, qui avait toute une correspondance, qui était une sorte de poète en uniforme. Le général Montcalm est atteint à son tour d'une balle dans le dos. Et Montcalm mourra au cours de la nuit suivante. Tant mieux. Je ne verrai pas les Anglais dans Québec. C'est devenu le théâtre, c'est devenu une sorte de point tournant dans notre histoire où il fallait créer des héros. Maintenant, on est en train de les déconstruire, ces héros, mais il fallait que Montcalm et Wolfe deviennent les deux héros tragiques de notre histoire. Cette bataille-là
va prendre avec le temps une importance énorme. Elle va devenir un genre de bataille mythique qui, pour les Anglais, signifie la défaite des Français. Les anglophones vont parler de la bataille des plaines d'Abraham. Le mot conquête est moins utilisé. Mais le mot conquête est de plus en plus chargé politiquement. Les plaines brûlent, mon cœur chavire, qu'il est amer parfois de vivre. Où est mon ami de cœur? Pourquoi ce feu, cette rancœur? Chamaille, chamaille, maudite chamaille, 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 maudite chamaille. Est-il blessé, encore vivant, ou est-il mort dans la bataille, les yeux crevés, la jambe perdue? Ramenez-le-moi, mon crochu. La ville brûle, mon cœur chavire, qu'il est amer parfois de vivre. Méchante France, mauvaise Angleterre, maudit vieux pays, toujours en guerre. C'était pourtant pas une défaite définitive pour les Français. C'est-à-dire que, à partir du moment où Québec capitule le 18 septembre, les Anglais vont s'emparer de la ville. Mais ils vont devenir assiégés à leur tour. Là, on va attendre l'arrivée des renforts. Les Anglais dans les murs, les Français sous la tente. Assiégés et assiégeants s'épuisaient dans l'attente. Lévis, qui a pris la succession de Montcalm, décide de tenter un grand coup avant l'arrivée des premiers navires. François Gaston, duc de Lévis, succède à Montcalm. Le 28 avril 1760, avec 7000 hommes, il attaque l'armée anglaise sortie de la ville. Et c'est le retrait des Anglais dans Québec. Et ce sera la victoire de Sainte-Foy, la dernière grande victoire française en terre nord-américaine. Français et Anglais attendent l'arrivée du premier navire avec des renforts. S'il bat pavillon français, les Français gagnent. Si le pavillon est anglais, ils sont perdus. Les Canadiens seraient au désespoir de voir arriver une flotte et des troupes françaises dans ce pays, en quel nombre qu'elles fussent. Et en général, les Canadiens commencent trop à goûter le prix de la liberté pour être dupes des Français en pareil cas. À partir de ce moment-là, les soldats français se sont repliés sur Montréal. On se rend compte, au début du mois de septembre 1760, que tout combat est inutile. Et le 8 septembre, Vaudreuil décide de capituler. Il demande pour l'armée française de sortir avec ses drapeaux, une mèche allumée et un canon. Les Anglais vont refuser. Et c'est à ce moment-là que Lévis décide de brûler ses drapeaux sur l'île Sainte-Hélène. Capitulation des Français le 8 septembre 1760. Les soldats anglais commencent à occuper le territoire. Ils saisissent les armes et ils font prêter aux vaincus le serment d'allégeance. À partir de ce moment, les habitants vont respirer un peu. Un semblant de vie normale réapparaît. Je jure que je serai fidèle et que je me comporterai honnêtement envers Sa Majesté Georges II, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, défenseur de la foi, et que je défendrai lui et les siens dans ce pays de tout pouvoir, contre tous les ennemis ou les leurs. Les Anglais comprennent qu'ils doivent user de diplomatie envers la population et aider les gens le plus possible. Les soldats anglais vont se cotiser pour venir en aide aux familles les plus démunies. Bon nombre d'entre eux vont loger
au couvent des Ursulines de Québec, surtout des Écossais. Et là, les bonnes sœurs, au cours de l'hiver 1759-1760, vont tricoter des bas pour ces soldats écossais. Les sœurs étaient aussi peut-être un peu trop opportunistes, mais disons, elles ont saisi l'occasion. La supérieure venait de mourir et on va élire comme nouvelle supérieure Estelle Wainwright, qui était une néo-angleterrienne qui avait été faite prisonnière au début des années 1700. Quelques semaines à peine après la capitulation de la colonie, le général Amherst, qui commande l'armée anglaise, signe un placard dans lequel on peut lire « Tant que les habitants obéiront aux ordres, ils jouiront des mêmes privilèges que les anciens sujets du roi et ils peuvent compter sur notre protection. » On va retrouver des soldats anglais à peu près partout où il y a une concentration d'habitants. Certains devront loger chez l'habitant. Et là, ces officiers aux habits rouges vont plaire certainement à quelques petites Canadiennes. Il va y avoir des aventures qui vont être dénoncées par les curés qui ne veulent pas de concubinage. Amherst déclare que les anciens sujets, c'est-à-dire les Anglais, vont jouir des mêmes privilèges que les nouveaux sujets, c'est-à-dire les Canadiens. Il faut quand même mettre une nuance. Le commerce est libre, certes, mais avec l'armée anglaise étaient arrivés quelques marchands qui voulaient ici s'enrichir le plus rapidement possible et qui vont rapidement commencer à réclamer des droits qui leur sont particuliers. Ils vont réclamer que ce soit les lois anglaises commerciales qui prévalent, que ce soit le droit anglais et que les propriétés soient gérées selon la mode anglaise. Il y a par contre un aspect positif, c'est que tout sera payé en espèces sonnantes. Depuis quelques années, comme on manquait d'espèces sonnantes, d'argent, on va utiliser des monnaies de cartes pour faire ses affaires. Et la France va refuser de rembourser ces cartes-là. Au cours des premières années qui suivent la capitulation, les Canadiens ne se rendent pas compte des conséquences réelles de la conquête. Ils sont occupés à rebâtir le pays. Ils ont retrouvé la paix, le calme, la tranquillité et une meilleure qualité de vie. Et pourtant, ils sont devenus sujets anglais, sujets d'un pays qui n'a pas la même langue, les mêmes habitudes, la même religion. Un historien a pu écrire « Il n'y a plus de Canada, il n'y a que des Canadiens ».